victime de l'explosion d'une bombe qu'on manipule tous les jours, qui s'appelle l'automobile, et qui a explosé contre un platane, et qui m'a laissé une paraplégie. Donc le traumatisme, effectivement, on parle ici des mêmes choses que du traumatisme du fait d'un attentat, je pense. La question que je retrouve ici exprimée par nos amis, c'est une question qui revient souvent et qui est systématique au début d'un traumatisme physique. C'est pourquoi moi? Pourquoi avoir été une victime? Et cette question du sens est la première question qu'on doit dépasser, faire évoluer, intégrer. Et à partir il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, il n'y a qu'une raison. Je veux dire, il n'y a qu'une raison. On ne peut se faire qu'une raison. Alors c'est dans quels événements on va pouvoir faire cette raison? Et chaque personne, en fonction de son passé, va pouvoir donner un sens à son histoire, mais en fonction surtout de son passé. Quelqu'un qui est de son passé, quelqu'un qui est très tourné vers la religion va trouver un sens et va peut-être magnifier cette histoire-là, parce que c'est une épreuve pour lui qu'il devra surmonter. Je dirais que peut-être c'est un cas de figure favorable. Donc, vous aviez donc de lourdes conséquences physiques. Est-ce qu'on s'est occupé aussi d'un petit peu de votre esprit, ou est-ce qu'on s'est juste occupé de vous dire, ben voilà, il y a une section de la moelle, il y a ça, vous ne marcherez plus, voilà ce qui va se passer, ou est-ce qu'il y a eu une prise en charge aussi psychologique de toutes les questions que vous vous posiez? Ça a été la raison de mon investissement dans des études universitaires de psychologie. Il se trouve que je suis moi-même un professionnel du handicap avant d'être handicapé. Donc je m'occupais j'avais une fonction d'éducateur et d'infirmier psychiatrique avant d'arriver dans le handicap. Ma première surprise à l'hôpital de rééducation a été de voir que tout ce qu'on m'avait appris dans mes études d'infirmier psychologique, d'infirmier psychiatrique, ne semblait pas être connu par le corps médical qui m'encadrait. On s'occupait de nos problèmes physiques, on nous réparait, et une fois qu'on était à peu près réparé, souvent un petit peu mal. Moi, je suis sorti debout sur 2 orthèses, en me déplaçant très peu, très difficilement, avec beaucoup d'efforts. J'étais en quelque sorte un succès du corps médical, puisque le corps médical, ça a changé quand même maintenant, la perception. Mais à l'époque, j'ai eu le sentiment, après analyse, après le recul, vraiment d'avoir été renvoyé dans la vie, debout mais pas autonome. C'est-à-dire que je correspondais à un souci de normalisation, mais pas à un souci d'autonomie. La priorité semblait vouloir me normaliser, me remettre debout. Et quelque part, c'était entretenir aussi mes espoirs, me dire, mais il faut que je remarche, il faut que je retrouve mon identité d'avant. Et quelque part, ça a retardé l'intégration de mon identité réelle, qui est de me déplacer en fauteuil roulant, parce que c'est 15 fois plus pratique. Et puisqu'il me semblait, ma première réflexion, quand je me suis retrouvé dans la position du patient, à voir des professionnels qui me disaient comment il fallait faire ce qu'il fallait faire, ma première réaction, c'est de dire, mais on se trompe complètement. Ça a été un sentiment... une idée qui m'est venue comme ça, sans explication rationnelle, a été de me dire, mais on se gourre complètement. On ne sent pas ce que je sens à l'intérieur de moi, et quelque part, on sent pas, on n'écoute pas ce que j'entends. On était dans une chambre de 4 lits, donc on parlait beaucoup, et on était tous au sortir de la matrice accidentelle, je dirais presque, et complètement hébétés, et aucun ne pouvant donner conseil à l'autre. Et on était tous en déshérence quelque part, et dans une déshérence psychologique qui m'a semblé flagrante, évidente, et qui ne semblait absolument pas prise en compte, qui ne semblait pas faire partie de la préoccupation du corps médical. Donc l'objectif de ces études universitaires que j'ai fait en premier lieu, ça a été de dire, il existe un traumatisme psychologique énorme, dont je n'avais pas idée à l'époque, mais que j'ai élaboré à travers mes études, et que je rapporte maintenant à un déshabillage psychique total. C'est-à-dire que c'est se retrouver dans un état psychique qui est comparable, c'est pour ça que vous parlez d'une deuxième naissance. Tout petit, voilà, tout à fait. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, comme pour les victimes d'attentats, des cellules d'urgence et des cellules qui prennent le relais ensuite pour les accidents de la circulation qui ont lieu tous les jours? Je dirais que c'est ce que nous sommes en train de créer au niveau associatif. C'est l'association qui est le vecteur le plus favorable au développement de telles initiatives. Nos initiatives se ressemblent beaucoup avec ce qui peut être mis en place pour les personnes atteintes victimes d'attentats. Nous formons simplement des personnes handicapées à soutenir d'autres personnes handicapées qui découvrent le handicap. C'est-à-dire à écouter et à transmettre une part de leur expérience qui sera certainement utile à d'autres. Comme nous avons pu l'expérimenter dans notre propre parcours. Les choses essentielles que j'ai pu apprendre pour me déplacer en fauteuil roulant, je les ai apprises d'une personne utilisatrice de fauteuil roulant
déjà avec 2 ou 3 ans d'expérience. C'est lui qui m'a appris. C'est un peu le regroupement identitaire dont parlait tout à l'heure Madame Évrard. Tout à fait, on est sur la même dynamique. Ça, ouais. Et parce que, tout simplement, parce que de corps, parce que dans la communication générale, le corps parle. C'est un langage que nous avons tous appris à décoder. Quand je suis ici autour d'une table, même si c'est une fausse table, ma déficience n'est pas présente. Donc mon langage corporel vous est facilement décodable. Donc pour l'instant, je ne présente pas de bizarrerie, je veux dire. Donc toutes ces communications-là nous font défaut. Et c'est une des explications qui fait que les personnes non handicapées que nous rencontrons ne nous comprennent pas au premier abord et sont gênées parce qu'il y a une part de la communication qu'ils ont l'habitude de décoder qui là ne décode plus. Donc ça vient jeter un trouble et c'est ce qui donne toutes les expressions des personnes handicapées vers les condamnations sur le regard des autres, la stigmatisation. Ça m'évoque une première rencontre avec la souffrance de la non-reconnaissance à l'hôpital où j'étais en train de m'habituer à ce fauteuil roulant et à cette image absolument répulsive du handicapé paralytique et à laquelle il faut s'habituer. Et que j'ai rencontré une personne dans l'hôpital aussi, un patient, et qui me dit « Toi au moins, tu as de la chance, ça se voit ». Alors que pour moi, c'était aux antipodes de ce que je pouvais croire. Pour moi, il avait de la chance, ça se voyait pas, et lui pensait que j'avais de la chance parce que ça se voyait. Tout simplement parce que j'étais reconnu. Parce que j'étais reconnu dans ma souffrance. Et j'ai retrouvé cette même problématique qui est génératrice d'une énorme souffrance parce qu'elle ne peut pas être résolue par manque de reconnaissance. C'est chez les conjoints. Celui qui reste non handicapé, il n'entend qu'une chose, tu as eu de la chance. Donc, ne te plains pas, sois heureuse. Alors que le pauvre handicapé à côté, lui, il a bien du malheur, il faut s'occuper de lui, il faut être présent. Et l'autre dans sa souffrance, parce qu'elle a une souffrance, le conjoint ou la conjointe, ça c'est ce que je tire plus de mon expérience personnelle, la conjointe a la même souffrance parce qu'il faut réviser sa propre image, les regards des autres, elle les subit de la même façon, les problèmes d'accessibilité, elle les subit de la même façon, les problèmes corporels, elle les subit de la même façon parce qu'il faut réapprendre à faire l'amour et qu'on ne fait pas l'amour avec une personne tétraplégique ou paraplégique de la même façon. Donc il faut réviser son fonctionnement le plus intime. Et tous ces efforts-là, toute cette problématique-là arrive sur un repositionnement identitaire qui n'est pas reconnu et qui est même au contraire dénié. Parce que la personne doit être heureuse. Si elle n'est pas heureuse, elle est considérée, elle doit être heureuse, elle est enfermée dans des carcans, elle doit être présente auprès de son mari ou de son fils ou de son enfant. J'ai entendu des mères qui m'ont avoué dire qu'elles ne supportaient plus l'image de leur enfant handicapé. Parce que ça leur faisait mal dans leur corps, tout simplement. Cette souffrance-là, elle est reconnue par personne. Et cette souffrance-là, je crois que beaucoup de ceux qui ne sont apparemment pas victimes pourraient en tirer un énorme profit. Et je crois que les victimes pourraient elles-mêmes en tirer un énorme profit, parce que si on est accompagné par des gens qui vont bien, on se sent plus fort. C'est évidemment que si la personne a des problèmes de reconnaissance, si on reconnaît sa souffrance, elle pourrait être aidée elle aussi, et par retour, je serai aidé moi dans ma souffrance. Donc c'est vraiment quelque chose d'énormément important. Et je crois qu'on a ici, tout à fait, on parle de la même chose. Le couple, des problèmes évidemment. Pas évidemment. Comment imaginer que ça ne puisse pas poser de problème après la période, je dirais une période de latence là aussi, où on essaye de ranger ses désirs et ses frustrations dans le placard pour répondre à l'urgence. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque d'information aussi de l'environnement? Bien sûr, mais l'information, elle touche tous les domaines. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment que comprendre que le handicap, la déficience ou même le traumatisme ne touche jamais qu'un individu. Mais c'est des groupes aussi qui sont touchés. Parce que l'individu est toujours membre ou d'un couple ou d'un groupe, et que c'est pas seulement l'individu qui est traumatisé, mais c'est tous les couples et les groupes auxquels il appartient. Et cette reconnaissance, on a tous à y gagner. Parce que si la société reconnaît qu'elle est traumatisée dans son identité propre, dans son identité collective, qu'à chaque fois qu'une personne devient handicapée, elle est traumatisée, seulement, ce que j'explique souvent, c'est que pour un groupe, lorsque le handicap ou la présence de la déficience pose un problème, elle l'extrait de son identité. Donc ça lui permet de vivre avec une illusion de perfection. Nous, à notre niveau individuel, si chacun de nous avions le choix de dire mon handicap, j'en veux pas, je le pose dehors, je l'exclus, nous le ferions tous. La société ne fait pas d'autre chose que ça, de se protéger elle-même.